Bonjour Sylvain, bonjour à tous, Bonjour. bonjour à tous les fidèles de cette web TV. Nous voici de retour. Nous nous étions engagés à revenir, nous l'avons fait. Alors, il y a eu quelques petits changements, vous l'avez peut-être constaté en voyant le générique. C'est-à-dire que j'ai réalisé un petit générique. Alors, je ne vous cache pas que c'est mon bricolage. Je n'ai pas résisté et je me suis effectivement doté d'un petit logiciel de montage. C'est assez amusant, c'est très chronophage. Le moment venu, je pense qu'on confiera ça à des gens plus armés, mieux armés pour le faire. En tout cas, voilà, ça me montre le changement pour 2023. Alors, grâce à vos appuis, on a pu prendre un certain nombre de mesures sur le plan matériel. Hein, Sylvain et moi, nous avons désormais d'autres caméras qui sont un peu plus performantes, d'un peu meilleure qualité. J'ai souscrit un abonnement à Zoom pour pouvoir disposer du temps nécessaire à fournir toutes les explications que vous avez l'air d'apprécier, puisque beaucoup d'entre vous sont fidèles. Également parce que nous envisageons de faire des conférences. C'est-à-dire d'inviter des participants, des gens qui nous suivent, pour venir. Je crois on peut en avoir jusqu'à 25 qui peuvent participer à l'émission, qui peuvent poser des questions. C'est assez, une petite démonstration, c'est assez impressionnant et je pense que ça plaira à beaucoup. Et puis naturellement, on va avoir des invités. On vous avait déjà annoncé la venue de Jacques Beau. On a d'autres idées pour la suite. Je n'ai pas encore la réponse de Jacques Sapir. Et puis d'autres encore. Bien, voilà, ça c'était pour faire un petit point en début d'année, naturellement. On vous présente nos voeux, on sacrifie à cette tradition. Alors, euh, j'ajoute encore une fois que votre soutien, il est précieux. Le soutien matériel, bien sûr, mais le soutien moral aussi, parce que le contexte est toujours difficile. Il est toujours difficile. On est l'objet de campagnes, d'insultes, etc. La dernière en date que j'ai vue il y a 2 jours qui m'a fait rire, parce que je l'ai trouvé assez drôle. C'est un Twitter qui s'est, je veux dire, doté d'un pseudonyme qui est Rageux de Castelnau. N-E-A-U-D, donc effectivement, bon, il a été bloqué, la création de ce compte était uniquement pour venir nous harceler. Tout ça, on le sait, c'est pas très très grave, on fait avec, on continue, mais c'est vrai que c'est agréable de sentir que on est soutenu dans ce qu'on fait. Bon, alors, pendant que se déroulait la trêve des confiseurs, ben, le monde a continué à tourner. Le monde a continué à tourner. Il s'est passé un certain nombre d'événements qui sont des événements très importants, dont je souhaiterais qu'on discute un peu. Il y a eu la visite de Zelensky à Washington, hein, présentée par le rédacteur en chef de la revue euh, Conflit, je crois, de la revue Conflit, oui. Conflit, dans une interview au Figaro, disant que c'était un événement tout à fait considérable, la création d'un axe mondial Ukraine-États-Unis, et que cette grande victoire de Biden effaçait la défaite de l'Afghanistan. J'ai trouvé qu'effectivement, c'était extrêmement pertinent comme analyse. Bon, on a pu constater que aux États-Unis, l'opinion est quand même divisée. Et de plus en plus, il y a un certain nombre de voix qui se lèvent et je pense que c'est très intéressant et pas seulement celle des gens que nous apprécions, c'est-à-dire de ceux qui essayent d'approcher le réel. Je pense à Scott Ritter, je pense à McGovern, je pense surtout à Douglas McGregor qui fait un très très remarquable travail. Il y a eu également un autre événement qui a été sous-estimé en Occident, c'est les interviews de Merkel, reconnaissant qu'il n'a jamais été dans l'intention de l'Occident d'appliquer les accords de Minsk, et position reconnaissant le mensonge géré jusqu'au parjure, qui a été effectivement confirmé par notre cher
François Hollande, plusieurs jours plus tard, et pour ce faire, pour reconnaître sa forfaiture, eh ben, il est allé donner une interview, non pas à la presse française, hein, ce serait lui faire trop d'honneur probablement pour lui, mais il a été donné une interview à un journal ukrainien qui est un des plus propagandistes, ce qui est normal, hein, s'agissant de c'est Kiev indépendant, hein, je crois que c'est ça. Bien. Et Oui. on sous-estime l'effet que ces informations ont fait dans le reste du monde. Pas seulement en Russie, bien évidemment. Alors, ça a été monté en épingle en Russie et ça a permis à Lavrov de dire bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on négocie avec des gens comme ça? Donc, on ne négociera pas. On ne leur parlera pas, ça n'est pas intéressant, mais au-delà, bien au-delà, et la presse internationale est très intéressante de ce point de vue, l'effet en a été absolument désastreux. Et puis, bien évidemment, il y a eu ce qui s'est passé à Moscou avec les différentes interventions de Vladimir Poutine. Et là, je vais passer la parole à Sylvain. Vladimir Poutine a dit un certain nombre de choses, et en particulier sur le terrain militaire et sur le domaine militaire. Il se passe des mutations en Russie qui sont, semble-t-il, assez considérables. Ah oui, bah, premièrement, Vladimir Poutine s'est permis d'employer le mot guerre pour qualifier ce qui se passe en Ukraine pour la première fois depuis le mois de février de 2022, hein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, y compris parce que ça a été légalisé en droit russe, il est interdit de mentionner l'Ukraine comme étant une guerre. Alors bon, je pense que Poutine s'est affranchi de ce problème sans trop de difficultés. Il sera Encore le fait amnistié. voilà, il sera amnistié, encore le fait du prince, nous dira-t-on. Mais en tout cas, voilà, pour la première fois, il a parlé de guerre, il a parlé de difficultés, il a reconnu, comme c'est tout à fait normal de le faire, que tout ne s'est pas déroulé selon les espérances qui étaient les siennes au mois de février dernier. On a déjà expliqué ici pourquoi certaines choses n'ont pas pu avoir lieu à partir du moment où du côté ukrainien et occidental, on a décidé de saboter des tentatives de paix. C'est difficile de trouver ensuite un terrain de sortie dans les conditions initiales. Ensuite, il a expliqué, et ça c'est aussi très intéressant, que les autres difficultés rencontrées depuis environ 3 mois suite à la mobilisation partielle et dont ici les anti-russes rabiques viennent nous rebattre les oreilles en disant regardez, cette armée n'est pas capable, les gens se sont enfuis, etc. Vladimir Poutine a tout simplement rappelé que depuis 1945, aucun État moderne n'a mobilisé dans une guerre de ce niveau-là sa population dans un délai aussi court, hein. C'est-à-dire que certes la France en Algérie a pu envoyer le contingent, les Américains au Vietnam aussi, mais dans un système qui était complètement différent et pour mener une guerre qui était bien évidemment dans un cas comme dans l'autre complètement différente. Là, c'est la première fois qu'on demande, et y compris par rapport à ce qui s'est passé, je le dis tout de suite, au moment de la guerre en Afghanistan, jamais la Russie ni l'Union soviétique n'avaient mobilisé autant d'hommes pour mener une guerre de haute intensité, en plus à leur porte. Donc effectivement, il y a eu des difficultés parce que, bien évidemment, si on se posait la question intelligemment de que se passerait-il si nous devions faire la même chose ici, je pense que là, on sombrerait dans une franche rigolade, hein, c'est-à-dire que les Russes ont peut-être des problèmes d'approvisionnement en matériel, probablement qu'il y a eu donc ce gros déboire, hein, dont tout le monde a parlé, c'est qu'on a mobilisé des étudiants alors que Vladimir Poutine avait dit non, non, les étudiants, il faut qu'ils soient à la fac et qu'ils finissent leurs travaux universitaires parce que c'est là qu'est leur place pour l'avenir de la Russie. Voilà, il y a certains gouverneurs d'oblast qui ont voulu bien se faire voir du Kremlin, mais qui se sont un peu loupés sur cette question. Et tout ça a été mis à plat, tout ça n'a pas été caché, tout ça n'est pas au contraire de ce qui se passe chez nous. On n'est pas là à nous dire ah non, non, tout va bien, etc. Non, il y a eu des problèmes. Ils ont été d'autres natures, hein. Il y a eu aussi des types, on l'avait vu tout au début de la mobilisation partielle, qui n'avaient pas été acheminés au bon endroit avec leurs armes. On a vu des gens se plaindre de la qualité de l'instruction qu'on leur proposait, hein. Tout ça, on en a largement parlé. Sauf qu'on a bien conscience, une fois encore, que comme pour les déboires tactiques de l'armée russe au printemps dernier,
Tout ça ne dit pas que cette armée n'est plus capable, ne dit pas que cette armée va s'effondrer, ne dit pas que le moral des combattants est au plus bas, etc. C'est-à-dire qu'il y a une extrapolation de problèmes réels pour en faire des problèmes qui n'existent pas, ou en tout cas dont on ne voit pas d'autres manifestations pour le moment sur les combats, notamment, puisque c'est là que si cette armée était complètement démoralisée, on verrait un impact immédiat dans la direction des combats. Alors, je voudrais ajouter une chose concernant cette mobilisation. C'est vrai que lorsque on imagine, et certains l'ont fait d'ailleurs, un peu en ricanant, hein, je veux dire, dans le reste du monde, ce serait intéressant de voir si les pays européens et même les États-Unis devaient mobiliser comme ça, parce que les questions de recrutement sont devenues criantes. Je crois que je ne sais plus qui disait que, en ce qui concerne la France, il y avait que la Légion qui pouvait relever ce défi-là, hein, toute seule, mais que le reste, ça n'était pas envisageable. Alors, il y a un pays qui a mobilisé ses réservistes, mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas d'abord de cette mobilisation des réservistes, et deuxièmement, on ne parle pas d'une fuite rapide, comme en Russie, et c'est logique. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la guerre du Vietnam, tous les gars qui foutaient le camp, en passant par le Canada, qu'on retrouvait d'ailleurs en France parfois, hein, eh bien, c'est la Pologne. La Pologne a mobilisé 250 000 réservistes. On en reparlera un peu plus tard parce qu'à mon avis, c'est pas pour enfiler des perles. Et c'est très intéressant et très significatif que la Pologne ait à ce point pris, je veux dire, une position sur le front à ce point engagé. C'est ça. Et donc, effectivement, ce qui est très étrange, nous sommes le 5 janvier, il est presque 15 heures et nous n'avons toujours pas de vidéo de ces fils à la frontière germano-polonaise, hein, qui ne sont pas sans rappeler les pires heures de l'histoire de la fin du Troisième Reich, où on voit des milliers de types qui veulent échapper, hein, des gens donc d'une trentaine d'années en général, qui veulent échapper à cette mobilisation des réserves polonaises. Hein. Donc là, il y a, alors bien sûr, hein, ça c'est aussi un autre problème dans l'espace de l'Union européenne, c'est que la frontière elle est ouverte, donc et on voit mal la Bundeswehr les arrêter pour leur demander de retourner en Pologne, parce que là encore, si on peut se moquer de tel ou tel dérapage du côté russe, mais là ça deviendrait un spectacle triste et comique en même temps, tragico-comique, parce que si là on touche au nœud de ce qui est devenu l'Europe occidentale dans une situation comme la sienne, de faire face à une guerre de haute intensité à ses frontières. Donc oui, la Pologne a pris cette décision avant les vacances de Noël. Elle avait dit qu'elle mettrait cette décision en application au 1er janvier. Et donc, on a vu depuis à peu près une quinzaine de jours, les gens tentaient de fuir vers l'Allemagne ou vers d'autres pays, la Hongrie notamment, pour échapper à la conscription. Et dans les mêmes proportions que ce qui se passe en Russie par rapport à la population polonaise. Et puis ensuite, quand on nous parle de la nature des mobilisés côté russe, là encore, j'appelle les gens à revoir les documentaires de Michael Moore, notamment celui où il parle des armes à feu, etc., où on voit que, là on nous dit, ah mais oui, mais regardez, ils vont chercher les gens les plus pauvres dans les oblasts les plus pauvres pour leur filer un flingue et puis les envoyer au combat. D'où viennent la majorité des soldats américains en première ligne dans toutes les opérations extérieures depuis 22 ans que dure la guerre contre le terrorisme? Ils viennent de tous les quartiers défavorisés des ghettos des villes américaines. Hein? Donc venir pointer la Russie du doigt en disant « Oh, regardez, ils vont chercher les pauvres pour faire une guerre de riches », de notre part, c'est vraiment très, très malvenu quand on sait que c'est exactement comme ça que ça se passe dans le camp américain, alors qu'il n'y a pas la conscription aux États-Unis. Et j'ajoute que quand la conscription existait encore aux États-Unis, hein, les affaires de M. McNamara et ses archives personnelles nous le prouvent aujourd'hui, il a vidé les ghettos de l'époque aux États-Unis, hein, des années 60, à commencer par les minorités ethniques noires, pour les envoyer au combat en première ligne au Vietnam. Et les pauvres étaient bien contents, entre guillemets, d'y aller parce qu'ils pensaient pouvoir s'assimiler à travers ce sacrifice fait pour la bannière étoilée. Donc, la façon dont les Occidentaux, dont les experts occidentaux osent pointer du doigt
la façon dont les Russes opèrent leur mobilisation partielle, c'est juste à provoquer à nouveau des rires, mais des rires jaunes de malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Alors, les interventions de Vladimir Poutine, j'invite, il y a une vidéo qui est très intéressante où il est devant son comité militaire, hein, il y a tout un tas de galonnés qui sont dans l'amphithéâtre, il fait un discours et j'ai lu dans la presse internationale que l'événement, parce que c'était concomitant, l'événement important au moment où Zelensky est allé à Washington était moins sa réception et les bisous que lui ont fait Kamala Harris et Nancy Pelosi que ce que racontait Poutine. Euh, et je profite à ce stade pour rappeler que, bon, nous sommes français et soucieux des intérêts de notre pays. Hein, nous ne sommes pas en charge de la défense de la Russie, hein, ou de l'approbation de ce qu'elle fait sur ceci ou sur cela. C'est pas notre propos. Notre propos, c'est que notre pays adopte une stratégie, une politique, des positions qui soient conformes à la défense de ses intérêts. Et écoutez Vladimir Poutine, je pense que c'est nécessaire. Et là, concernant l'armée, concernant le domaine militaire. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la presse, on parle de complexe militaro-industriel aussi. Je croyais que c'était réservé aux États-Unis. Non, non, ça existe aussi en Russie. Alors, son organisation est assez différente. Je pense qu'il y a probablement de la corruption, aucune illusion nulle part, mais moins qu'aux États-Unis, hein, où effectivement, c'est le Congrès hein, qui est le réceptacle du lobbying des grands fabricants. Ça semble être assez différent en Russie. Toujours est-il que si on écoute Poutine, si on écoute Medvedev, si on écoute d'autres encore, hein, ou Shoigu, le ministre de la Défense, on constate qu'il va y avoir un effort important qui va être fait, un redimensionnement de l'armée russe, c'est pas rien. Hein, un déploiement d'un certain nombre d'armements, de la recherche et développement, quelque chose de très important qui, à mon avis, semble signifier, au-delà du théâtre ukrainien, que la Russie entend rester, parce que je crois que c'est le cas aujourd'hui, la première puissance militaire du monde. Hein. Je pense que ça va faire hurler les petits télégraphistes de l'OTAN, mais aujourd'hui, ils ont probablement une supériorité stratégique, grâce à l'hypersonique d'ailleurs, hein, en matière nucléaire et en guerre classique, là aussi. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui seraient susceptibles de les affronter. Donc Alors, voilà, c'était cette impression que j'ai eue. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ce qu'il faut préciser, il y a deux choses. D'une part, l'augmentation des effectifs qui est entérinée par le discours de Poutine, hein, puisque donc il a fait un point sur la mobilisation, ensuite il a fait un point donc sur les nécessités de s'attendre à des difficultés encore en Ukraine, mais une volonté d'en finir assez rapidement, hein, parce que là, tu as répondu indirectement, hein, il n'est pas question de faire durer le plaisir. Alors, quelle est la durée de cette rapidité de règlement? On va voir, on va en parler après. Oh oui. Hein, voilà. Mais en tout cas, donc, il a entériné ce que je pense être une deuxième augmentation des effectifs par rapport à ce qui avait été dit au mois de septembre. Ou au mois de septembre, si on avait bien compris, entre guillemets, à travers une lecture du budget de la Fédération Russie, en fait, il était surtout question de prendre en compte les gens des républiques autonomes devenus soldats russes et de les intégrer dans l'augmentation des effectifs pour mettre les soldes en face sur le budget du Trésor de la Fédération de Russie. Hein. C'est une opération, on va dire, plus comptable qu'une véritable augmentation des effectifs. Là, ils ont compris qu'il fallait une masse critique plus importante et donc ils vont faire appel à un nouveau système de volontariat pour avoir des gens sous contrat longue durée qui soient formés et qui viennent non pas simplement dans les armes savantes, mais qui viennent renforcer ce qui est aujourd'hui le nerf de la guerre, à nouveau, c'est-à-dire les unités de mêlée, hein, chars, artillerie, aviation, infanterie, pardon, pour pouvoir assurer les combats auxquels on assiste depuis maintenant le mois de février. Donc ça, c'est une première phase. Ensuite, toute la phase de modernisation dont il est question sur le plan technique, je l'interprète comme étant la deuxième phase du plan qui a été entamé pour l'ensemble des forces armées russes depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'au départ, les Russes ont dit, voilà, notre problème, c'est 1999, l'attaque de l'OTAN, l'attaque, je le rappelle, illégale de l'OTAN contre la Serbie,
hein, qui a détruit des infrastructures civiles. Je le rappelle, contrairement à ce que veulent me faire croire certains, hein, c'est pas parce que l'OTAN n'avait pas planifié de détruire des centrales électriques qu'elle les a pas détruites. Hein, donc venir dire que c'est l'intention qui fait la différence, c'est encore une fois se moquer du monde d'un point de vue moral. Donc, les Russes ont dit dès le départ, notre priorité, ça va être la défense antiaérienne. Il va falloir qu'on se dote de moyens antiaériens qui permettent de nous mettre à l'abri d'une éventuelle attaque de l'OTAN à ce moment-là. Donc, on voit aujourd'hui les résultats, le S-400, bientôt le S-500, des chasseurs de 5e génération comme le Sukhoi 57 qui vont arriver en masse, etc. Et aujourd'hui, cette nouvelle phase de modernisation, ben, en fait, c'est celle du parent pauvre, entre guillemets, qui est l'armée de terre, où on va enfin lui donner des moyens qui vont être comparables techniquement sur des matériels en nombre beaucoup plus important que ceux qu'elle a jusqu'à maintenant et qui la mettront au niveau des armées de l'OTAN en termes de technologie. Parce que bien évidemment, après tout ce qu'on a entendu sur l'état de nos armées en Occident, on sait bien qu'effectivement l'armée russe, avec ce qu'elle est en train de faire en plus depuis 8 mois et demi, même 10 mois, pardon, 10 mois et demi, elle est arrivée à un niveau d'expertise qui va être long à rattraper pour les Occidentaux. Alors, à propos de petite chose, une petite incise sur cette question de défense antiaérienne. C'est assez caractéristique, me semble-t-il, et je te pose la question, c'est que tu as dit S-400, bientôt S-500, le Sukhoi 57, qui est le concurrent du F-35, les Russes ne les montrent pas. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas, on reste avec des S-300, on reste avec un matériel qui jusqu'à présent, je pense au T-90 aussi, au char, hein, est-ce qu'il n'y a pas un peu une économie actuelle pour éviter parce que bon, c'est clair que quand on se sert d'un certain matériel, c'est de l'information pour les adversaires, hein. Oui, alors les S-400 ont été utilisés au début de l'opération militaire spéciale. On a eu quelques chasseurs ukrainiens qui en ont fait les frais. Simplement, vu que l'état de la chasse ukrainienne numériquement est très faible, il n'y a pas eu besoin, on n'en a pas fait une publicité monumentale. Mais ils sont là, ils sont capables tout à fait de remplir leur mission. Le Sukhoi 57, on l'a vu pareil au tout début de la guerre, hein, il aurait fait au minimum 2 missions dans la profondeur, hein, sur des cibles situées dans l'ouest ukrainien, de mémoire au moins une à Jitomir, sur une attaque qui a eu lieu en fin de journée entre chien et loup. C'était assez spectaculaire. Ils avaient déjà fait quelques sorties en Syrie de manière assez discrète mais médiatisée. Donc maintenant, on va voir effectivement si dans la prochaine phase du conflit, ces matériels-là vont être plus mis en avant. Les T-90, là maintenant, c'est à grand renfort de vidéos qu'on a vu leur distribution, notamment aux anciennes forces de la République populaire de Donetsk. Hein. Donc ça veut dire que dans les troupes russes d'origine, là encore, le complément doit être assez important. On parle déjà, rien que pour la République populaire de Donetsk, je rappelle, de 200 exemplaires. Hein. C'est absolument énorme pour une armée qui a besoin de machines à laver. Enfin bon, bref, on ne va pas la refaire, tout le monde la comprend. On a vu des T-14 Armata encore en phase d'entraînement, d'instruction. On ne sait pas exactement dans quel moment ils ont été filmés. C'était sur des terrains, bien évidemment, en Russie, loin du front. On sait que donc il y a quelques Terminators qui ont été engagés depuis le mois d'avril dernier, avril-mai, dans le Donbass. On n'a pas de retour sur leur éventuelle destruction, leur faiblesse, leur force, etc. Donc, vraisemblablement, les semaines qui viennent nous diront si ces nouveaux matériels qui étaient en cours de mise en œuvre, en fin de test, vont être introduits majoritairement ou pas sur le champ de bataille et pour quelle mission. Ça reste encore à déterminer. Mais effectivement, les Russes ont senti qu'ils n'avaient pas besoin de sortir tout leur arsenal tout de suite. Probablement que maintenant, ça va changer. Alors, avant de parler des semaines prochaines, des semaines qui viennent, je pense que c'est essentiel, hein, pour essayer de faire un peu de prévision et de prospective très prudemment. On se retourne et on regarde sur les semaines qui viennent de se passer.
Les termes de grignotage reviennent souvent. Ça fait plusieurs semaines il se passe des choses quand même. On voit surtout Wagner d'ailleurs. Hein. On entend Oui. parler de Wagner, on voit des vidéos Wagner, peut-être aussi parce qu'il y a des consignes du côté des Russes d'interdiction d'utiliser Ah les oui, oui. smartphones, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des 3 semaines qui viennent de s'écouler sur le front? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, parmi les éléments qui ont eu lieu ces 15 derniers jours pendant notre absence, c'est d'abord une reprise des frappes russes sur le dispositif à la fois énergétique, mais aussi militaire de l'Ukraine. C'est-à-dire que là, on a changé on va dire pas de méthode, mais on a changé de type de cible. C'est-à-dire que tout au long de l'automne, on a eu principalement des cibles qui étaient des cibles civiles pour détruire le système d'alimentation électrique ukrainien, qui étaient ciblés, on va dire, tous les 10 jours à peu près par les calibres, par les drones, etc. Là, on a vu s'opérer un changement, c'est-à-dire qu'on a vu déjà en termes de méthode, les Russes ont semble-t-il, mis en place un système où sur un jour zéro, ils vont envoyer du Shahid sur des cibles pour que les défenses antiaériennes ukrainiennes s'allument, entre guillemets, et pour que derrière, il y ait du Lancet qui vienne détruire les S-300 ukrainiens qui se sont ouverts pour détruire les Shahids, et donc on sache exactement où ils sont, et par là même pouvoir envoyer du calibre sur les cibles visées jusqu'alors, alors centrales électriques, etc., mais aussi maintenant tout ce qui est dépôt, munitions, équipements, etc., et quartiers généraux des forces armées ukrainiennes à peine une centaine, même pas centaine de kilomètres derrière la ligne de front. C'est-à-dire que là, on commence à voir que on ne traite plus simplement dans la très grande profondeur stratégique de l'Ukraine, on vient taper des cibles qui sont de caractère purement militaire et qui visent à déstabiliser la gestion du commandement des unités au front. Je pense que là, les plus proches de ces frappes ont eu lieu à même pas 50 km de la ligne de front pour supprimer des quartiers généraux et des états-majors d'unités ukrainiennes qui sont sur le front de Bakhmut et Soledar. Voilà. Mais les Ukrainiens je veux dire, ont remporté un succès médiatique, avec le bombardement d'une concentration de troupes russes qui a fait 89 morts, avec une riposte le lendemain. Sur une patinoire qui avait été utilisée par les troupes ukrainiennes pour se rassembler aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux événements qui ont abouti à des bilans à peu près équivalents, je crois, en ce qui concerne les pertes? Bah, c'est comme tout ce que font les Ukrainiens, c'est-à-dire que c'est spectaculaire parce qu'on ne s'imagine pas au départ qu'ils ont encore les moyens de faire ça. Donc tout le monde applaudit hein, en disant ah bah voilà ils ont quand même encore des ressources qui leur permettent de faire ça. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'ils utilisent puisque ça a été vraisemblablement des roquettes de HIMARS qui ont touché cette concentration de troupes russes près de Donetsk, qu'ils utilisent leur HIMARS un peu comme les Russes utilisent leurs missiles calibre. Sauf que la portée n'est pas la même, hein, c'est-à-dire que ça les contraint à attendre que les cibles sur lesquelles ils veulent tirer soient proches de la ligne de front. Donc c'est spectaculaire, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec le drone qui a réussi à dépasser les défenses antiaériennes russes dans la profondeur et frapper la base stratégique d'Engels, où ça a touché la queue d'un Tupolev et tué de mémoire 3 aviateurs, enfin 3 membres des forces aériennes russes qui étaient sur le tarmac. Tout ça est effectivement très spectaculaire. Ça veut dire que les Ukrainiens sont toujours capables de monter des actions offensives avec leurs moyens, mais ce n'est pas ça qui va faire changer le cours de la guerre. Hein, une fois Alors, encore, alors que de l'autre côté, la patinoire a été touchée. Alors, le nombre de morts, bon, on ne va pas rentrer dans cette comptabilité. Je t'en ai fait 89 et de l'autre côté, les Russes disent qu'ils ont tué 200 personnes. C'est surtout que dans la patinoire, il y avait vraisemblablement à côté un dépôt de munitions. Il y avait des lanceurs HIMARS ou au moins des munitions d'HIMARS qui sont elles aussi parties en fumée et qui, elles, le temps qu'elles mettront à être remplacées par les Américains, si elles le peuvent encore d'ailleurs, il faut se poser des questions, vont manquer pendant un long moment aux Ukrainiens, un très long moment. Et en marge de ce qui se passe sur les frappes à longue portée,
les Ukrainiens payent un peu ce qu'ils ont fait sur la ville de Donetsk pendant tout le début du mois de décembre, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont lamentablement amusés à tirer sur des cibles civiles quasiment pendant 15 jours, en faisant presque une centaine de morts ou de blessés, en tuant des gens qui n'avaient rien à voir, en visant des quartiers qui n'avaient aucune importance. Les Russes ont, semble-t-il, d'essayer de taper du poing sur la table. Ils se sont lancés dans une grande opération de contre-batterie. Et depuis 15 jours, on assiste à la destruction quotidienne d'au minimum 3 à 5 lanceurs ou pièces d'artillerie ukrainiennes, rien que sur le front du Donbass. Et donc, à ce rythme-là, c'est pareil. Les Ukrainiens vont perdre la partie, hein, parce qu'on l'a dit, certes, les Russes peuvent tirer jusqu'à 20 000 obus encore par jour, quand les autres ne peuvent en tirer que 3, 4 000, 6 000 au maximum. Mais il y a aussi, ça c'était le problème lié aux munitions, mais maintenant il va y avoir un problème sur le nombre de tubes encore disponibles pour pouvoir mener ces frappes. Et donc là, les Ukrainiens se sont encore mis dans des difficultés, je dirais de manière un peu stupide, parce que frapper les civils sur Donetsk, ça ne leur a pas servi à grand-chose au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Alors, c'est toujours la même chose sur qui conduit la guerre. Est-ce que ce sont les communicants ou est-ce que ce sont les militaires? Concernant cette double frappe avec des bilans lourds, hein, j'ai vu une différence du côté ukrainien où on sait que les pertes sont extrêmement importantes. Il y a eu le lapsus de Madame von der Leyen. Il y a ce qu'a dit Jacques qui est quelqu'un de très informé et qui a dit que si les opinions publiques savaient l'ampleur du massacre, elles ne l'accepteraient pas. En revanche, du côté russe, alors je n'ai pas de détails, mais si on va sur Telegram ou sur d'autres médias, on s'aperçoit que cette frappe et ces 89 morts ont provoqué un scandale national. C'est assez intéressant. C'est que le tyran rouge Poutine, je vais dire, il dirige un pays où il y a une certaine liberté de ton, liberté d'esprit, hein, et d'expression aussi. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que je veux dire, ça a réagi très très fermement. Et c'est là, sur cette façon de conduire en Occident la guerre sur des bases de communication pour obtenir du matériel, du soutien, de l'argent. Hein. Tiens, j'ai vu passer des chiffres de la BBC hein, qui témoignent que Monsieur Zelensky a multiplié depuis le début de l'offensive sa fortune par 4. Il était à 400 millions d'euros, Pandora Papers, il est désormais à 1 milliard 200 millions de dollars, ce qui est assez… alors, toute la tête de l'État, c'est la même chose. Bon, je ferme cette parenthèse. Si la BBC dit vrai, hein, oui. Faut se méfier hein, de la presse, hein, toujours. Surtout ces gens-là. Surtout ces gens-là. Ils sont tenus par les Russes depuis toujours. Hein, donc, poutinolâtre bien connu. Alors, voilà. Ça me fait penser à l'attaque sur le pont de Crimée, qui a eu pour conséquence un changement de stratégie, l'incorporation, l'annexion, hein, soyons clairs, des territoires ukrainiens à la Fédération de Russie, avec toutes les conséquences juridiques et militaires que ça implique, et je dirais même constitutionnelles. Hein. Bon, donc effectivement, cette façon de mener est probablement contre-productive. Excusez-moi, on verra. Autre question, Sylvain, concernant effectivement les batailles, c'est-à-dire là le front, la carte, je dirais. Bientôt, j'essaierai, hein, on essaiera d'inclure des cartes, hein, des cartes pour que le propos soit encore plus clair. Mais qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain? Grignotage, c'est vrai qu'on a l'impression que ça bouge pas beaucoup et en même temps, ça tape fort. Oui, alors c'est exactement comme ça qu'on pourrait le résumer. On va parler assez rapidement de ce qui se passe sur Zaporozhye et Kherson. Hein. Donc à Kherson, on a eu des opérations encore une fois de communication, des forces spéciales ukrainiennes qui sont entrées dans l'estuaire du Dniepr, qui ont été plantés un drapeau sur une île déserte qui est au milieu de l'estuaire, qui ont pris un bombardement d'artillerie derrière dans la figure. Alors ils se sont filmés jusqu'à ce que le drapeau soit là. Bon, on n'a pas vu la fin. Semble-t-il, c'est moins avantageux à la fin qu'au début. Bon, bref,
Donc ça rappelle l'île aux serpents, ça n'a aucun sens, sinon encore une fois de faire de la com, parce que je Et de pense faire qu'il y tuer aura du monde. ah bah oui, ça comme d'habitude, mais bon, c'est de bonne guerre, va-t-on dire. Donc il y a toujours de temps en temps des échanges de tirs d'artillerie de part et d'autre du Dniepr à cause de ça. Ensuite, quand on arrive dans la région de Zaporozhye, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que les Ukrainiens ont fait une belle frappe, là encore, en utilisant vraisemblablement des HIMARS comme on utiliserait des calibres, parce qu'ils ont réussi à endommager ou détruire 4 ponts qui permettent la circulation d'est en ouest dans le secteur tenu par les Russes, pas loin de la ligne de front, hein, bien sûr, vu la portée des munitions dont ils disposent pour les HIMARS. Mais sinon, la grande contre-offensive, la troisième phase de la grande contre-offensive ukrainienne qu'on attendait dans ce secteur, je pense qu'on peut, alors là, c'est pas rentrer dans des jeux de prospective ou pas, elle aura jamais lieu parce que tout simplement, la majorité des unités ukrainiennes qui avaient effectivement été rassemblées là, après le succès de Kharkov-Izium, sont tout simplement repartis renforcer le secteur du Donbass et celui de Bakhmout en particulier. Donc à partir de là, on arrive au petit bord qui remonte vers le nord dans la République populaire de Donetsk. Hein. Donc là, on a des combats à partir d'Ougledar jusqu'à Seversk, où ce sont les Russes qui sont à l'initiative. Donc c'est un grignotage du terrain qui s'opère bien évidemment d'abord par l'artillerie. Hein. Dès qu'il y a un Ukrainien qui sort la tête d'une tranchée, c'est le déluge de feu et d'acier sur leur position. Les Russes en profitent donc à chaque fois pour récupérer un village, une fortification, un carrefour routier ou ce genre de choses. Tout ça, au départ, on se dit, quand on le regarde au jour le jour, où veulent-ils en venir? Et quand on regarde la carte de Bakhmout aujourd'hui, qui est l'un des points essentiels de cette stratégie, on comprend qu'en fait, c'est pas du grignotage pour le grignotage, c'est que ce sont des grignotages qui finissent par affaiblir un ou plusieurs secteurs du front à force d'être matraqués de cette manière-là, et sur lesquels les Russes parviennent à faire des petites percées tactiques qui, de loin en loin, notamment dans le secteur de Bakhmout, parce que là, ça devient de plus en plus visible, mais à Avdiivka aussi, ça se voit pas mal, finissent par laisser entendre qu'il va y avoir un encerclement ou opérationnel à minima, ou un encerclement réel, physique, de ces localités par l'armée russe dans les jours qui viennent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur Bakhmout-Soledar, effectivement, ce n'est pas trop l'armée russe en tant que telle qui est à l'œuvre, hein, c'est Wagner. Hein, et là, la communication ne va que crescendo, c'est-à-dire qu'on nous a fait des vidéos sur Wagner, sur les combattants de Wagner, etc. Et là, depuis 3 jours, c'est plus simplement Wagner, c'est Prigojine lui-même qui se met en scène. Hein, enfin, même plus que 5 jours. On l'a vu au moment où Zelensky, avant de partir à Washington, est venu parader, semble-t-il, à Bakhmout pour remettre des décorations. On a vu Prigojine se filmer en train de donner des instructions aux artilleurs de Wagner pour dire à Zelensky « Je suis là, on peut faire la rencontre ». Pas des trucs de com de fou. Hein. Là, plus rien n'est raisonnable avec ces gens-là, on s'en doute bien. Mais voilà où on en est arrivé dans la communication autour de Wagner. Hein. C'est-à-dire que son chef vient sur la ligne de front, se met en scène. Hein, les dernières vidéos datent d'hier où il parle avec les blessés, etc., avec ceux qui viennent d'être décorés également. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de Wagner. Reste à savoir ce que ça cache derrière. On nous indique depuis plusieurs semaines, et là ça devient plus qu'une présomption, c'est que les paras qui ont été évacués de Kherson il y a maintenant presque 2 mois sont à nouveau à l'œuvre dans la région de Soledar-Bakhmout. Donc ça laisse pas augurer de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. Et puis, à partir de Seversk jusqu'à Kupiansk, toutes les tentatives, les micro-tentatives ukrainiennes qui sont mises en place, on va dire tous les 5 jours, tous les 7 jours, pour essayer d'avancer notamment encore vers Kremena, se solde alors par le gain de quelques pâtés de maison supplémentaires pour être abandonnés ou pour être presque au bord ensuite d'un encerclement lié à la contre-attaque locale des Russes. Donc ça ne bouge quasiment pas. Voilà où on en est sur le front. Mais ce qui est certain, c'est que les pertes ukrainiennes continuent de s'accumuler.
On a vu encore des vidéos de types qui reviennent des combats au sud de Bakhmout, qui disent, voilà, je suis tout seul, enfin, on est 4 ou 5, c'est tout ce qui reste de mon groupe de combat, où on imagine que les types ont dû partir à une bonne dizaine, sinon une bonne vingtaine, et ils sont à peine une demi-douzaine au retour, et on voit bien que les mecs sont vraiment touchés par ce qu'ils viennent de vivre. Hein. On sent bien que c'est pas une scène qui a été montée. Voilà, les moyens en artillerie et les moyens en munitions doivent eux aussi commencer par manquer. Et aujourd'hui, on apprend, enfin hier, on apprend que pour aider l'Ukraine, on va leur envoyer, nous Des Français, AMX-10. des AMX-10 RC. Mais non, Non, mais mais c'est non, mais affreux. alors moi je ne comprends toujours pas, hein, parce que moi j'en suis resté. Michel Goya nous dit que après Izium, les Ukrainiens ont raflé un matériel moderne à la deuxième armée blindée de la garde, qui peuvent rééquiper des unités de chez eux à plus savoir quoi en faire avec du matériel dernier cri. Et puis 3 mois plus tard, qu'est-ce que j'apprends? Des AMX-10 RC en Ukraine. Mais enfin, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que autant ce matériel a fait les beaux jours des opérations extérieures de l'armée française en Afrique, il faut le noter, il a été conçu pour ça et il a fait son boulot. Mais l'envoyer en Ukraine en 2023 contre les armes anti-chars dont disposent les forces russes, mais on pense aux membres d'équipage ukrainiens qu'on va mettre dans ces véhicules ou pas? Enfin, moi, au bout d'un moment, c'est ça qui devient fou. C'est-à-dire que les gens vous balancent ça en disant, ah, regardez, on va les aider et tout, mais on va les aider à aller où? Moi, je rappelle aux gens qui nous écoutent, hein, j'ai écrit un hors-série de batailles et blindés sur la fin du Troisième Reich. Et j'ai insisté énormément sur la bataille de Berlin. Pendant la bataille de Berlin, tout à la fin de la bataille de Berlin, face au Joseph Staline II, face au T-34-85 de l'armée rouge, les Allemands ont été obligés de sortir du musée des blindés de Berlin des chars Mark IV britanniques de la Première Guerre mondiale, qu'ils avaient transformés en espèce de bunker immobile au milieu de certains carrefours de Berlin. Des choses qui n'avaient même pas 2 centimètres de blindage. Donc voilà à quoi ça me fait penser cette histoire d'envoyer des matériels de ce type. C'est-à-dire que les gens qu'on va mettre dedans, on en fait des. Alors, déjà qu'aller à la guerre, c'est à moitié condamné à mort. Mais là, dans ces conditions-là, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Franchement. Hein, on me dirait, on va leur envoyer des Leclerc. Je dirais, bon, bah là, oui, effectivement, on les prend au sérieux et on leur donne une chance. Mais là, avec ces matériels-là, en plus des matériels à roues, Ah, sur le oui. terrain ukrainien. Non, non, Bref, mais c'est c'est assez triste. Alors, ça en dit long aussi sur la propagande et sur l'ignorance dont elle se nourrit, quoi. C'est bon. Alors, euh, Doug McGregor, Scott Ritter, McGovern, Davis, je donne les noms des gens que je vais lire. Merci Internet, merci les logiciels de traduction. Hein, disent ça va taper, ça va taper, ça va taper. Bon, alors c'est pas la première fois hein, depuis le 24 février 2022 hein, qu'on nous annonce que ça va taper. Nous-mêmes, hein, on l'avait pensé. Et puis jusqu'à présent, ben, il y a eu les contre-offensives ukrainiennes avec leurs limites, enfin ukrainiennes, otaniennes, hein, soyons clairs. oui. Et donc là, nos amis américains, je pense à eux en particulier, sont très affirmatifs. Alors, bien évidemment, on disait, ah, on attend la Rasputitsa. C'est vrai que quand on va sur les vidéos, il fait toujours assez doux et il y a toujours de la boue. Sauf que on se dit, si ces gens-là, qui sont très compétents, prédisent et prévoient cette offensive, si on regarde la météo qui va se rafraîchir brusquement à partir de demain et après-demain, hein, on va passer à -15, -17 la nuit et -10, -15 dans la journée, ça va durer une dizaine de jours. Hein. Après, il y aura une espèce de redoux, c'est-à-dire il fera 1 ou 2 degrés dans la journée, ce qui veut dire que le sol restera dur. Donc, je donne cette indication météo et je me tourne derrière Sylvain. Alors, ça va taper? Moi, je pense que c'est inévitable pour, bien sûr, toutes les raisons qu'on vient de rappeler, mais aussi parce que il est nécessaire que les Russes euh, reprennent vraiment l'initiative. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, effectivement,
Si Soledar, Bakhmout, Avdivka, etc., Marinka finit par être libérée, par exemple, tout ça, ça crée bien évidemment une dynamique positive, y compris dans les médias, y compris, etc., auprès du peuple russe. Alors, même si les Russes s'attendent à ce que le conflit dure longtemps, ça ne veut pas dire qu'ils s'attendent à ce que les combats durent longtemps. Il faut faire la distinction. On le rappelle souvent dans nos conversations privées, la guerre de Corée n'est toujours pas terminée. Les combats, eux, oui, mais la guerre, non. Donc les Russes aussi savent parler de cette différence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vite régler les combats. Ils savent que la guerre, là, malheureusement, vu les conditions qu'on rappelait tout à l'heure en termes de négociation, ça sera probablement beaucoup plus compliqué. Mais bref, donc moi je pense qu'effectivement il faut que quelque chose se passe pour débloquer, pour profiter aussi du niveau d'attrition dans lequel l'armée ukrainienne a été placée. C'est-à-dire que là, tous les facteurs positifs pour les Russes s'accumulent. Attrition du côté ukrainien, manque de munitions, manque de matériel, l'hiver qui va donc, alors les Ukrainiens bien évidemment, c'est pas l'armée allemande en 41, elle connaît l'hiver russe, elle est dans son pays, donc elle connaît, alors je dis russe parce que c'est comme ça on l'a connu nous, soldats français de Napoléon, on parlait pas d'Ukrainiens ou de soviétiques, on a toujours parlé du général hiver russe. Donc, il n'y a pas de désavantage pour eux. Il y a un désavantage sur le fait que s'ils n'ont pas les rations de combat en quantité suffisante, eh ben, ils n'auront pas assez d'énergie pour lutter contre le froid. S'ils n'ont pas assez de vêtements de rechange, c'est pareil. Ils ont beau être habitués à ces climats-là, ils résisteront moins longtemps, etc., etc. Donc, tout ça est en faveur des Russes aujourd'hui sur la table. Donc, maintenant, il est temps, effectivement, de l'exploiter, puisque, à l'inverse de cet été, quand je pensais qu'il ne restait plus qu'un coup d'épaule à mettre, puisque l'armée de février était battue et anéantie, là, les Russes ont les moyens de mettre ce coup d'épaule. Là, cette fois-ci, on n'est plus avec ces 180 000 hommes, dont peut-être il n'y aurait eu que 120 000 vrais combattants, etc., etc. Là, on est dans une phase. Alors, c'est intéressant aussi, on ne nous parle plus du nombre de mobilisés instruits qui restent à former. Les Russes ont oublié de nous donner ces informations-là. Donc ça aussi, on se dit, tiens, ils en ont longtemps parlé à chaque fois. Il en reste plus que 200 000, il en reste plus que 100 000, et le compte à rebours s'est arrêté à 100 000. Ça cache quelque chose à mes yeux. Bon, voilà. Donc tous ces facteurs-là, toutes ces petites indications-là, me disent que il est obligatoire pour eux de faire quelque chose à partir de la semaine prochaine. Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table. Moi, je reste sur ce que disaient déjà les Britanniques, parce qu'on a des gens qui se sont amusés à vouloir se moquer de nous en disant « Ah, regardez, ils pensent à ci, ils pensent à ça ». Au mois d'octobre, les renseignements britanniques disaient à Zaloujny, attention, les Russes ont mobilisé beaucoup de monde dans l'oblast de Belgorod, ils peuvent vous tomber le long de l'Oskol dans le dos ou sur le flanc. Résultat, Zaloujny, très intelligemment, a replacé 5000 hommes sur la frontière pour être sûr de dissuader les Russes de le faire. On était venu me dire que j'étais délirant dans mes analyses. Bon, bref, peu importe. Aujourd'hui, cette hypothèse, elle est toujours sur la table, sauf que là, les Russes, je pense, ont beaucoup plus de monde à faire venir que les Ukrainiens n'en ont à déplacer pour renforcer ce secteur. Parce que leurs réserves, malheureusement, commencent à se tendre jusqu'aux derniers Ukrainiens, comme on le redoutait depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, donc après, on a aussi la menace qui peut venir de Biélorussie. On a une menace aussi qui peut venir côté russe de Zaporozhye pour prendre la ville de Zaporozhye et puis envelopper donc le front ukrainien par le sud. Peut-être aurons-nous les deux. Peut-être aurons-nous les trois. Tout est sur la table, tout est possible. Je pense que les Russes resteront sur deux Schwerpunkt, un qui servira de feinte et un qui sera le vrai Schwerpunkt, histoire d'endormir un petit peu plus les Ukrainiens et surtout, bien évidemment, d'endormir les observateurs de l'OTAN qui, sans leur participation à l'opération militaire aujourd'hui, laisseraient les Ukrainiens dans le noir et sans aucun renseignement. Voilà. Alors, donc, si cette offensive probable s'effectue, on va se retrouver dans une situation
particulière où effectivement les rodomontades, les Ukrainiens vont reprendre la Crimée au printemps, etc., voleront en éclats, et on va se retrouver, ce qui est d'ailleurs annoncé par des hommes politiques, y compris des parlementaires américains, on va se retrouver confronté à une défaite qui peut s'avérer mortelle pour l'OTAN, mortelle en termes institutionnels, hein. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir une situation qui va être une situation particulière. Alors moi, Sylvain le sait, je me préoccupe, non pas que c'est pas que ça m'angoisse particulièrement, mais je me préoccupe de la réaction d'un Occident collectif aussi impliqué dans cette guerre, impliqué financièrement, impliqué politiquement, impliqué médiatiquement, face à ce qui serait éventuellement une défaite. Hein. Alors, c'est clair que beaucoup de gens ont peur de l'escalade et de la possibilité de basculer dans la guerre nucléaire. Personnellement, moi, je n'ai pas cette inquiétude. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Je n'ai pas cette inquiétude parce que je crois que ça crée un cadre, la dissuasion. C'est-à-dire que si on franchit une limite, tout le monde est mort. Hein. Oui, bah, Je voyais l'autre jour le film qui s'appelait Wargame, oh, c'était il y a longtemps, hein, et c'était un ordinateur qui jouait qui disait c'est pas bien votre jeu parce que la meilleure façon de gagner c'est de pas jouer. Hein, c'est-à-dire, eh ben oui. Donc, alors, je pense qu'on restera dans des considérations géostratégiques et militaires classiques. Hein. Et là-dessus, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'Occident dans une forme éblouissante. Alors, on peut peut-être imaginer, parce qu'il y a une chose qui me frappe, on a parlé tout à l'heure de la Pologne est sur le front depuis le début et elle est très impliquée. Hein, elle est très impliquée, des discours extrêmement bellicistes, elle a participé, tout le monde le sait, au sabotage des gazoducs, elle continue, elle a saisi l'ONU, elle continue à réclamer ses dommages de guerre aux Allemands, on imagine la tête des Allemands, hein, qui au début ont pris ça avec arrogance, mais c'est un petit peu différent aujourd'hui parce que c'est clair que en Occident, je veux dire, les rapports, quand on y réfléchit bien, hein, sur les États-Unis, qui étaient avec les Polonais pour faire sauter ce gazoduc, même si ce sont les Anglais hein, qui ont été opérationnels, hein, mais la position de l'Allemagne, elle n'est pas extraordinaire. Ça a été une des cibles indirectes des États-Unis, l'Allemagne, la puissance industrielle de l'Europe, et les Polonais sont très impliqués. Mobilisation de 250 000 réservistes, hein, ils louchent nettement vers la Galicie, c'est clair. Hein. D'ailleurs, quand on a eu, il n'y a pas de nazis en Ukraine, Sylvain. J'espère que tu as bien noté ça. Lorsque l'anniversaire de la naissance de Bandera a été fêté à Kiev pour la première fois, avec retraite au flambeau, avec statue, inauguration, tout un tas de choses, les Polonais ont hurlé. Ils ont hurlé en disant, bah, ils ont quelques raisons historiques de le faire, mais aujourd'hui, politiquement, la ligne étant, il n'y a pas de nazis en Ukraine, ça ne les a pas empêchés de transgresser cette communication-là. Donc, je me demande si finalement la guerre par Ukraine interposée ne pourrait pas déboucher sur une guerre par le but étant d'affaiblir la Russie, hein, en lui imposant un furoncle à cet endroit-là. Si l'idée de faire aussi la guerre par Pologne interposée ne tenterait pas un certain nombre des stratèges américains. c'est possible, mais une fois encore, on ne l'a pas évoqué parce qu'on est resté très focalisé sur la Russie. Hein, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le chaos le plus absolu au niveau politique. Hein, tu me l'as bien rappelé hier. Hein, c'est-à-dire que le troisième personnage de l'État est toujours le soldat inconnu, va-t-on dire, ce qui n'est pas arrivé. Régis, rappelle-le-nous, depuis combien de temps? Alors, il y a eu 14 occurrences où il n'a pas été possible d'élire le président la personne, le speaker hein, Voilà. de la Chambre des représentants, 13 fois avant la guerre de sécession, hein, dont, je rappelle un peu de publicité, Sylvain est un de nos grands spécialistes, et une fois en 1923, mais pour des histoires de coucherie. C'est-à-dire que effectivement, celui qui devait être élu speaker n'a pas pu l'être. Il aurait été empoisonné par sa maîtresse. Enfin, tout ça est très trouble. Hein, mais là, c'est pour des raisons politiques. C'est pour des raisons politiques que effectivement, il n'y a pas moyen
Voilà. d'élire Donc, donc, le speaker. On va donc, voir ce que ça va donner, mais ça prouve quand même une grande division. Hein, voilà. quand on entend Tucker Carlson ou comment est-ce qu'elle s'appelle, Tulsi Gabbard, qui a désormais son émission sur Fox News, ils sont violents contre Oui. Biden, ils sont violents. Voilà. Et Donc pour moi, voilà. ça, Alors, c'est la clé de la problématique polonaise et de la problématique de certains fous furieux de ce côté-ci de l'Atlantique, hein, de notre côté. C'est que à partir du moment où une maison divisée contre elle-même, hein, pour reprendre cette phrase que j'aime tant d'Abraham Lincoln, n'est pas capable de s'entendre, comment voulez-vous qu'elle puisse dicter au reste du monde, et même à ses vassaux les plus serviles, une conduite particulière? Voilà. Donc les Polonais, on l'a vu avec l'histoire des pranksters russes, quand ils ont fait semblant de se faire passer pour Emmanuel Macron auprès du président polonais. Celui-ci a bien expliqué qu'il veut surtout pas rentrer en guerre contre la Russie, hein, parce que il peut dire tout ce qu'il veut devant les caméras, il peut être invité à la Rada à Kiev et faire des grands discours. Il sait très bien de quoi il parle quand il parle de la Russie et de la Pologne. Hein. Il y a les discours, puis il y a la réalité. Donc je pense que tout ça, il peut y avoir un problème effectivement entre l'Ukraine et la Pologne sur ce qu'on a rappelé, la Galicie, Lemberg, etc. Ça, c'est une chose. Mais de là à ce que les Polonais s'affrontent aux Russes, j'y crois pas une seule seconde. Et surtout, la désunion américaine va mettre, elle aussi, hein, on parlait des facteurs positifs pour les Russes pour lancer leur offensive, c'est qu'aujourd'hui, la désunion américaine sert aussi les intérêts d'une offensive russe maintenant, parce qu'elle va renforcer l'idée que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, hein, et qu'ensuite, tout le matériel qui continuerait d'être envoyé là-bas, il va tomber entre les mains des Russes. Donc tout ça va dans le sens malheureusement d'un lâchage de l'Ukraine à terme, hein, par son bon sponsor habituel, hein, comme pour le Sud-Vietnam, etc. On l'a assez rappelé dans nos différentes émissions. Et moi, je ne vois pas comment ça pourra se terminer de toute façon autrement que comme ça. Voilà. alors je crois qu'on a fait un tour assez complet de notre actualité, enfin celle qui nous intéresse et que nous essayons de décoder. Euh, pour terminer, on va parler un petit peu de nos amis, hein, de nos amis Ah, qui experts de plateau. Alors je dirais que ils sont assez embêtés en ce moment et ils se divisent en deux catégories. Il y a ceux qui commencent à préparer le discours qui serait postérieur à effectivement une défaite ukrainienne, c'est-à-dire les Russes, la violence, la loi du nombre, etc. C'est la masse des moujiks qui a déferlé. C'est Pierre Servant hein, qui disait ouais. ça. Et puis il y a ceux qui Et qui se faisant, parce qu'il faut toujours faire un peu d'histoire et de généalogie, tenant ce discours, Servan ne fait que ressortir le discours que Manstein a sorti aux Américains en 1945 pour justifier la défaite de la Wehrmacht face au rouleau compresseur soviétique. N'oublions jamais que tout ça s'inscrit dans ce temps-là. Ces gens-là sont en train de se préparer à nous refaire le même coup que celui que les Américains leur ont laissé ont laissé l'opportunité de faire aux Allemands en 1945. C'est extrêmement important que les gens qui nous écoutent comprennent bien ça. Moi, je le dis assez, je suis en train de travailler sur la bataille des Ardennes, je suis en train de travailler sur beaucoup de documents qui ont été écrits en 45, 46 à la demande des Américains et des Britanniques par les officiers allemands qui ont participé à la bataille des Ardennes. Voilà le discours qui nous est tenu aujourd'hui pour nous préparer à cette histoire de ça va être le nombre. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une résurgence de ce qui a été écrit il y a 78 ans bientôt hein, par ces officiers allemands qui voulaient se justifier de leur défaite face à l'armée rouge, non pas comme incompétents, mais vous comprenez, ma bonne dame, ils étaient bien plus nombreux que nous. Alors Alors, tiens, j'en profite puisque tu parles de ce qui s'est passé il y a 78 ans. Nous sommes au mois de janvier 2022, c'est le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. 2023, Régis, 2023. 2023, pardon, 19 novembre 42, oui, tout à fait. C'est Uranus qui se déclenche.
et la fin de la bataille, ce sera début du mois de février avec la capitulation et la reddition de Paulus. Passe en ce moment un documentaire sur Arte et un autre documentaire en 3 parties sur Paris Première qui sont exceptionnels. Alors, ils sont pas nouveaux, mais là, il faut aller les voir. C'est essentiellement filmé du côté soviétique. Essentiellement, c'est assez exceptionnel. On voit en particulier, justement, la loi du nombre. Quand on voit l'effort qui a été fait, organisationnel, industriel, militaire, pour lancer la contre-offensive qui a permis d'encercler l'armée de Paulus, qui était l'outil le plus important de l'Allemagne, l'outil militaire, ça remet bien les idées en place et sur ce qu'ont été les souffrances de la population soviétique. Extraordinaire souffrance. Donc là, c'est bien, ça remet bien les idées en place. J'invite à y aller, j'en suis à faire je veux dire, à donner des conseils pour regarder des vidéos. J'invite aussi à commander d'ores et déjà le prochain livre à paraître de mon ami Sylvain Ferreira. Alors, comment il s'appelle d'ailleurs? Le 3e Panzerkorps, C'est ça, oui. Et alors, je profite pour rassurer aussi les gens par rapport à Mariupol, parce qu'il y a eu un petit vide de communication à cause des vacances. Donc, Mariupol, la version papier est épuisée depuis juste avant les vacances de Noël. Donc, il y aura une réimpression qui va arriver à la fin du mois de janvier et donc il y aura à nouveau des exemplaires papier disponibles. La version numérique, elle, est toujours disponible, bien évidemment. Et donc, d'ici la fin du trimestre, va sortir l'ouvrage que j'avais terminé l'année dernière sur le 3e Panzerkorps, qui est une des grandes unités blindées mécanisées de la Wehrmacht, qui ne s'est battue que sur le front de l'Est entre le début de l'opération Fall Blau en 1942, justement pour aller dans le secteur du Caucase, jusqu'à la Hongrie en 1945, qui a participé à une des dernières grandes contre-offensives allemandes en 1945. Voilà, donc ça sortira, vous pouvez le précommander, vous allez sur ma page pro Facebook, vous avez le lien, il n'y a pas de problème. Alors, cette page de publicité étant terminée, je termine aussi sur les petits télégraphistes de l'Empire que je qualifie de collabos parce que je considère que effectivement on est occupé, pas militairement mais politiquement, idéologiquement, culturellement par les États-Unis. Il y a un certain nombre de gens qui se sont mis au service de cette puissance. On va donner une mention particulière au général Yakovlev. Le général Yakovlev, alors qu'il y a une guerre de haute intensité avec des pertes qui sont de l'ordre de 500 tués par jour pour les pauvres Ukrainiens, il a dit que la guerre en Ukraine, c'était comme Titi et Grominet, Grominet essayant Grominet étant Poutine, essayant de manger Titi étant Zelensky. Plus lamentable, on peut pas. Voilà. Et surtout en faisant ça avec, comme d'habitude, donc c'était sur LCI, en faisant ça comme d'habitude avec l'assentiment tacite de ce qui sert, parce que moi j'estime que je suis un journaliste, de ce qui sert de journaliste sur le plateau, c'est-à-dire sans que personne ne bronche, même en ayant le rire facile pour accompagner, parce que monsieur s'est fendu d'une imitation, enfin une tentative d'imitation de l'accent que prend Gros-Minet dans le dessin animé, enfin dans les dessins animés, et sans que ça fasse quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout le monde rigole, ah oui, ah d'accord, ok, et c'est terminé. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que certains dans le camp de M. Yakovlev s'inquiètent qu'on est en train de glisser dans ce genre de choses. On a vu certaines personnes de la rédaction de DSI qui préfèrent rester anonymes sous pseudo sur Twitter s'alarmer en disant mais est-ce qu'on peut tomber dans ce qu'on qualifierait de cirque Pinder pour essayer de faire de la pédagogie? Nous-mêmes, on a des fois des traits d'humour, mais enfin, on garde raison par rapport au sujet dont nous sommes en train de parler. Et par égard pour les morts de tous les camps, civils ou militaires, on met des limites à l'humour et on met des limites à la façon dont l'humour peut effectivement, à certains moments, servir à un discours pédagogique. Là, Yakovlev, lui, il n'y en a plus.
Il C'est touche le off fond, limit. là, il touche le fond, Voilà. c'est purement et simplement misérable. Voilà. Voilà. Bien, écoutez, donc c'était une vidéo de reprise, peut-être un peu plus longue que les précédentes. Hein. Merci de l'avoir écoutée et à très bientôt. À très bientôt.